Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'origine de ma passion pour cette pyramide, mes premiers dessins, mes premières expériences et aussi mes premières erreurs. Tout a commencé en 2013. Alors que je faisais des travaux, j'ai voulu connaître la résistance d'un linteau en pierre. Après avoir rentré quelques mots-clés sur un moteur de recherche, celui-ci m'a renvoyé sur le plan de la Grande Pyramide. Dans cette pyramide, la chambre du roi est coiffée par plusieurs plafonds. Chacun de ces plafonds est formé par des poutres en granit posées bout à bout. Certaines de ces poutres se sont cassées, laissant apparaître de nombreuses fissures. Pour comprendre ce qui s'était passé, je me suis mis à consulter divers articles, dont celui de M. Houdin visible dans le blog Pyramidal. Puis, par pure curiosité, j'ai lu l'ensemble de ces articles, en particulier son hypothèse sur la fonction de la Grande Galerie et sur l'emploi d'un contrepoids dans cette dernière. En parallèle, je suis tombé sur l'hypothèse de M. Lheureux, qui lui inonde la chambre du roi. De mon côté, j'ai vu un moteur hydraulique avec un réservoir accouplé à une martelière munie de 5 empêlements et de l'autre côté, un cylindre et son système d'évacuation des eaux. Dès lors, il ne me restait plus qu'à remplir les cases vides. Dans la grande galerie, j'ai installé 2 rails en bois qui sont fixés sur les banquettes via les mortaises. Et sur le palier, j'ai installé une vanne. Ensuite, j'ai dessiné divers contrepoids hydrauliques jusqu'à établir un modèle qui s'intègre parfaitement à cette galerie. Le fonctionnement de ce contrepoids est extrêmement simple. Le contrepoids est relié par des cordes à un traîneau rempli de pierres. Un opérateur ouvre la vanne, l'eau va remplir la cuve du contrepoids. Une fois lesté, celui-ci va descendre le long de la galerie, entraînant dans sa course le traîneau. M. Houdin et M. Crozat avaient installé un contrepoids dans cette galerie avant moi. Une des pierres angulaires des sciences étant la reproductibilité des expériences, j'ai voulu vérifier leur hypothèse à l'aide d'une maquette au 1/20e. Ma première erreur a été de penser que les chambres de décharge faisaient office de filtre. À cette époque, il me fallait une eau relativement pure afin de réduire les risques de dépôt. Dépôt qui pourraient perturber le bon fonctionnement des différents éléments mobiles. Mais in situ, la présence de mortier entre les poutres ne permet pas ce type d'opération. Au passage, je précise que les joints blancs ainsi que les pavures encore visibles il y a 20 ans ont été recouverts par de la peinture noire. Jusqu'à ce niveau, il était possible d'inonder la chambre du roi. Ensuite, il fallait trouver une solution. Et là, j'ai compris la fonction des étroits conduits. De nos jours, les 2 conduits qui communiquent avec la chambre du roi sont dits de ventilation. Ce qui sous-entend que la dernière merveille du monde encore debout pourrait renfermer l'unique tombeau ventilé de notre histoire. En outre, cette hypothèse est en totale opposition avec les pratiques funéraires égyptiennes avec leur quête de confinement. Par contre, dans le cadre d'un système hydraulique, et à l'instar de nos fosses et bassins enterrés, ces conduits seraient parfaitement cohérents. En ce qui concerne la dite chambre du roi, je mets au défi la communauté scientifique de trouver dans tout le monde antique une citerne aussi parfaite. Il en est de même avec les 2 étroits conduits. Certaines personnes affirment qu'ils ne peuvent pas être étanches
à cause de leur disposition en U inversé. Dans les faits, les canalisations de type cavalier-sur-semelle ont traversé les siècles. Certaines zones humides étaient encore asséchées via ce système au XIXe siècle. De surcroît, dans cette pyramide, la pression dans les conduits se moque de la disposition des pierres. Ensuite, j'ai été confronté à un autre problème. L'évacuation du lest du contrepoids était également peu cohérente. L'eau devait descendre par le couloir ascendant pour ensuite remonter par la descenderie. Sur certains plans, la sape dite d'Al-Mamoun n'est pas représentée. La plupart des spécialistes affirment que la sape est postérieure à la construction, toutefois cette amputation est totalement gratuite, car ce choix ne repose sur aucun embryon d'indice. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de cette sape, de sa trajectoire, de la probabilité d'atteindre le dessus des 3 bouchons, de l'état de conservation du dernier bouchon, ainsi que celui du couloir ascendant. Autre problème, lors de mes expériences, j'ai constaté que le contrepoids s'emballe. Il accélère et vient heurter violemment le bas de la grande galerie. Pour remédier à ce problème et garder la maîtrise du contrepoids, il suffit de réduire le volume du lest. Le déficit d'énergie sera compensé par des haleurs. Le halage assisté par un contrepoids restera en vigueur durant toute la construction. D'autres éléments restent énigmatiques, comme l'emploi de porteurs d'eau ou de passeurs d'eau, ainsi que la présence ou non de rampes de construction. Personnellement, je préfère les passeurs d'eau aux porteurs d'eau, car un transfert d'outre ou de seau améliore le rendement. La présence de rampes de construction sur guisée est un vaste sujet. Pour X raisons qui gravitent autour du volume de ces hypothétiques rampes ou sur l'absence de fondation sur le plateau, je préfère une ascension des matériaux de construction à même les faces des pyramides. Cette vidéo touche à sa fin. Si l'Égypte antique vous intéresse, si vous cherchez des informations sur leurs pyramides, je vous invite à consulter le forum égyptologique des Deschampeaux ainsi que la pyramidothèque de M. Chartier.